Anna Mergui, bonjour. Salut. On est là pour parler de IA, Yes. donc d'intelligence artificielle. Je pense que ce qu'on pourrait faire pour commencer un peu notre courte discussion, ce serait que tu nous expliques l'IA sous 3 niveaux différents. D'accord ? Donc le premier niveau, ça serait, si tu l'expliquais à un enfant de 7-8 ans, par exemple, donc très simple. Un deuxième niveau, ça serait quelqu'un qui sort du lycée, qui n'a pas forcément les bases, mais du coup plus qu'un enfant de 7-8 ans. Et enfin, à une personne qui a ces bases-là et qui, en gros, a un niveau un peu plus élevé que les 2 précédents. Ok. Alors, donc si on doit décrire l'IA pour un enfant de 7 ans, je dirais que c'est donc apprendre à des ordinateurs à faire des tâches difficiles comme les humains. Donc moi, c'est ce que je fais tous les jours. Pour quelqu'un qui sort du lycée, on va dire, c'est écrire des algorithmes, donc du code, pour effectuer des tâches complexes, pareil que les humains ont l'habitude de faire dans toutes les industries confondues. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de coder, c'est entraîner des réseaux de neurones complexes, évolutifs, pour agir à la façon d'un humain dans toutes les industries. Je dirais ça comme ça. Ok. Est-ce que, du coup, tu peux un peu nous parler de toi, parce que ça, c'est ton sujet, donc tu es venu pour parler d'IA, mais ça serait sympa de savoir comment t'en es venu à ça, pourquoi tu as choisi l'IA, est-ce que ça te plaît, qu'est-ce que tu fais en ce moment Ça marche. Bah alors du coup, donc moi j'ai commencé mes études en maths, donc j'étais à Descartes à l'origine. J'ai fait 2 ans de maths, ça me plaisait, mais je trouvais que ça manquait d'application, c'était trop abstrait, trop théorique. Donc je me suis tournée vers l'informatique. Je suis passée à Dauphine où j'ai fait une licence et un master MIAGE, donc pour le coup très appliqué avec une alternance, etc. Et donc l'informatique, c'était vraiment ce que je kiffais. Au début, j'ai fait plutôt de la data analyse, de la data science, donc du traitement de données assez simple, plutôt côté stats, etc. Et tout simplement, en fait, j'ai eu un prof qui a fait un cours sur les bases de l'intelligence artificielle. Et là, coup de foudre à Hollywood, j'ai kiffé. Je me suis dit, c'est révolutionnaire ce que tu peux faire avec ça. Donc j'ai tout de suite cherché un programme pour approfondir. Je suis tombée sur Polytechnique qui avait ouvert quelques années avant des programmes spécialisés pour l'IA. Donc j'ai rejoint ce master qui a duré 2 ans, que j'ai fini là il y a quelques mois. Donc hyper spécialisé sur l'IA, computer vision, reinforcement learning, deep learning, machine learning, ce que tu veux. Franchement, comme je t'ai dit, c'était un coup de foudre, j'ai adoré. En fait, j'ai retrouvé un peu un processus de création que j'adore. En fait, tu te lèves le matin, tu as une problématique, que ce soit dans le médical, dans l'aéronautique, ce que tu veux. Et en fait, toi, tu vas faire de la création, tu vas créer, tu vas coder, jusqu'à arriver en fait, à effectuer cette tâche-là. C'est ce que je trouve incroyable. Au-delà du fait des résultats que tu peux avoir qui sont fous avec l'IA, qui peuvent parfois surpasser l'humain. Donc voilà, j'ai adoré. Actuellement, ce que je fais, c'est que je travaille dans le médical. Pour une raison simple, c'est que je pense qu'avec l'IA, tu peux faire des trucs de fou. Tu peux l'utiliser à bon ou à mauvais escient. J'abuse un peu quand je dis mauvais escient, mais voilà, on se comprend. Et je me suis dit que il fallait que j'applique mes connaissances dans un secteur humain qui allait aider les gens, où il y a un côté un peu social, etc. Et je me suis dit, quoi de mieux que le domaine de la santé pour vraiment avoir... sentir en fait que tu as un impact sur le monde et faire des choses qui ont du sens. Donc je travaille dans une start-up qui s'appelle Sonio. Sonio, d'accord. Du diagnostic prénatal. Donc on vérifie les malformations des fœtus, comment il évolue, si tout se passe bien, le poids qu'il aura à la naissance pour anticiper par exemple les césariennes, comment accompagner au mieux la maman pendant la grossesse, etc. Voilà. D'accord, donc tu fais de l'analyse de radio... D'échographie, ouais. D'échographie, d'accord. Tu récupères en fait les échos du gynécologue ou du sonographe et dessus tu vas faire des algorithmes de computer vision qui vont analyser les images et qui vont aller détecter
soit des malformations, soit il y a énormément de cas d'usage, quoi. Tu peux voir par exemple la position du placenta, s'il est bien placé, sinon il faut déclencher une alerte, il faut prévenir la mère, etc. Au-delà du fait que ça peut aider le patient, ça aide aussi énormément le médecin. C'est un secret pour personne, il n'y a pas assez de médecins en France et dans le monde. Ils sont débordés. Et en fait, quand tu reçois, par exemple, en tant qu'échographe, je ne sais pas moi, une centaine de mamans dans la journée, peut-être que tu vas être à un moment donné fatigué, stressé, nerveux, que tu vas peut-être louper une information importante. L'IA, ce qui est cool, c'est qu'elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de fatigue, elle ne vient pas de casser avec son mec juste avant. Donc, elle n'a aucune raison en fait, de bugger pour ces choses-là. Et ça va vraiment être un outil qui va avoir un impact énorme sur le quotidien en fait, de ces médecins-là. D'accord. Alors, j'ai des questions sur le côté médical, mais ça, peut-être qu'on peut en parler après. Donc, tu arrives sur ce podcast en tant que, on va dire, experte IA, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'expert en IA. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Mais donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir ton opinion un peu sur plein de sujets et surtout, à travers toi, donner un peu des updates sur l'IA actuellement. Donc, peut-être qu'on peut commencer par se demander, ou plutôt te demander quelles sont les avancées ultra récentes ou récentes qui t'ont marqué, que tu as trouvé incroyable, que tu as trouvé intéressante ou qui t'ont fait peur, je ne sais pas. Ouais. Là, tu as toujours cette question. Là, récemment, il y a eu Luma, ce qui est un outil de génération de vidéos. Donc, ce n'était pas le premier. Il y a eu Sora, qui a été développé par OpenAI, qui a été lancé il y a quelques mois. Mais en fait, la révolution de cet outil, c'est qu'il est ouvert à tous. Donc, tu peux aller sur le site internet et taper un prompt, ça va te générer une vidéo de 5-6 secondes. Donc déjà, le fait qu'il soit open source, c'est assez cool. Les résultats sont assez bons. Donc il y a plein de critiques sur Internet. Les gens te disent oui, mais c'est pas du tout réaliste. Ça fait pas encore des têtes, etc. Très réalistes. Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que là, voilà, l'outil vient d'être release au grand public. Donc c'est les premiers prémices. Et quand, par exemple, tu lui demandes de te faire un truc un peu utopique, je sais pas, moi je lui ai demandé un château avec un dragon, etc., c'est bluffant. Et en fait, tu te dis que c'est une question de temps, en fait, jusqu'à que tu arrives à faire des choses hyper réalistes. Et si on pense au cas d'usage, c'est juste fou. Tu penses à tous les gens qui font du marketing, pour la publicité, pour les réseaux sociaux, etc. T'imagines, tu vas pouvoir faire tes vidéos en 5 secondes. Ton podcast, il va peut-être devenir obsolète. Il faut parler à des humains quand même. Ouais, non, je sais. Mais c'est vachement... la génération vidéo, je trouve ça incroyable. Mais du coup, j'avais fait un peu de recherche sur ça parce que donc toi, Anna, t'as fait de l'art pour un peu vulgariser l'IA. Donc peut-être qu'on peut en parler un peu après. Mais on peut d'abord parler de l'art de manière générale et l'IA, si tu veux. J'avais vu qu'il y a l'entreprise Runway, je ne sais pas si tu connais, qui a créé Gen 2, qui a lancé un AI Film Festival, donc un festival du film créé par l'IA. Et je trouvais ça assez cool. Et donc du coup, je me demandais, c'était quoi ton opinion pour ce secteur-là de l'IA, quoi, la création artistique de manière générale. Alors c'est assez compliqué parce qu'en fait tu touches à un secteur d'artistes, tu vois. Et les artistes, ils ont déjà un ego d'artiste, ce qui est normal, et ils ont beaucoup de mal pour la plupart à accepter qu'un algorithme, un morceau de code en fait puisse s'immiscer dans leur vie artistique, prétendre à être exposé dans un musée comme un réel artiste, avec les guillemets, etc. Donc c'est assez compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que ces gens-là, donc tous les artistes et le monde de l'art en général, il ne faut pas percevoir l'IA comme une menace, mais voir ça comme un outil qui t'aide à la créativité. Par exemple, peut-être que si tu es artiste peintre, tu vas pouvoir demander au LLM de te donner des idées de peinture, etc. Donc ça, c'est des cas d'usage.
Pour tout ce qui est la génération d'images avec Midjourney, Dall-E, etc., aussi, moi je le vois plutôt comme ça, parce que je pense qu'on ne pourra jamais vraiment dire que les images générées sont légales d'images ou de photos, de peintures créées par un artiste, parce que l'artiste a quelque chose que l'ordinateur l'IA n'a pas, c'est tout justement ce côté d'émotionnel, philosophique, la réflexion, etc., qu'une IA ne pourra jamais avoir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et pour les gens qui ne sont pas artistes, c'est juste révolutionnaire. Par exemple, toi, demain, voilà, tu rêves de faire de la peinture, tu ne sais pas dessiner, tu as une idée hyper précise de ce que tu veux dans ta tête, tu peux aller guider l'IA, ce qui n'est pas chose facile, hein, cela dit, il faut le dire aussi. Tu peux aller guider l'IA vers vraiment ce que tu as envie pour vraiment avoir ce que tu as dans ta tête. Donc ça, c'est génial. Donc pour tous les gens, voilà, qui ne savent pas dessiner, qui ne savent pas... Et on parle d'art, hein, on parle souvent d'images, mais on peut aussi parler pour les gens qui écrivent des livres, par exemple, les écrivains. Donc tous ces cas-là. Ça, c'est pour le processus de création. Et ensuite, l'IA peut aussi aider autrement les artistes. Typiquement, donc je me souviens plus c'est quoi le nom, mais Publicis, ils ont une start-up. Ça va me revenir. Mais ils ont une start-up qui fait un peu le Netflix de l'art. Ok. Donc toi, tu fais de la photo ou quoi, tu peux aller sur ce site-là et balancer tes œuvres et on va pouvoir les voir, les acheter. Ça va faire un peu un marché de l'art virtuel, tu vois. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, acheter de l'art, ça se fait un peu dans les cercles privés, c'est pas hyper accessible. Donc là, c'est vraiment démocratiser l'achat de l'art. Et donc ça peut être cool. Donc tu veux dire que c'est de l'art qui a été créé avec de l'IA Pas forcément. Ça peut être aussi des artistes qui font vraiment de l'art à la main, à la mano, quoi, de la photo, etc. Et qui veulent juste promouvoir leur art auprès du grand public et ils le font en mettant leurs œuvres sur cette plateforme. Et il va y avoir énormément de cas d'usage avec l'IA, par exemple le copyright. Tu vas avoir la détection de fraude. Si l'IA détecte que leur image, leur œuvre, elle a été utilisée autre part, ils vont recevoir une alerte. Tu vois, il y a plein de cas d'usage. Donc, pour résumer, je pense que c'est très important dans le monde de l'art et dans toutes les autres industries, mais dans le monde de l'art un peu plus, parce qu'il y a ce côté un peu égo, humain, etc., de vraiment percevoir l'IA comme un allié, un outil à la création, une aide et pas une menace qui viendrait en fait te prendre un peu ton rôle et te voler la vedette. Alors, donc tu vois ça plus comme une sorte de, j'allais dire un esclave, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais un outil qui t'aide et ok, donc c'est l'approche positive de toute façon, comme tout, tu vois, tu peux voir les choses positivement, tu peux voir les choses négativement, donc c'est... En vrai, l'IA, aujourd'hui, c'est soit tu te terres dans ton trou, tu refuses de l'utiliser, tu dis que ça va te pourrir la vie, et en fait, tu vas faire comme la mamie de 80 ans qui ne sait plus déverrouiller son iPhone parce qu'en fait, elle s'est fait dépasser total. Ou alors, tu prends la vague comme elle vient et tu prends tous les côtés positifs qu'il y a et tu essayes d'en sortir le bon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement ce qu'il faut faire parce que en fait, c'est partout autour de nous et c'est partout depuis longtemps, tu vois. Tu déverrouillais ton iPhone avec ton visage depuis des années. Donc, il faut voir les choses du bon côté. Okay. Donc, toi, j'ai l'impression que du coup, tu surfes très bien cette vague, plus que d'autres personnes. Et j'ai écouté ton podcast que tu avais fait avec Comptoir IA. Et tu parlais de ces photos dont tu vas nous parler aussi, je pense, qu'il y a un truc qui était intéressant que tu as dit. C'était que tu faisais pas de l'art avec de l'IA, tu avais fait de l'art pour l'IA. Et du coup, tu as fait ces photos. Donc, j'avais peut-être que tu peux un peu nous expliquer ce que tu as essayé d'accomplir avec ça. Puis on peut en choisir une si tu veux et tu peux nous expliquer. Yes, avec plaisir. Donc, en gros, l'idée, c'est... j'ai fait un constat. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a les gens dans la tech, donc je m'inclus dedans, qui aiment la tech de près ou de loin, qui l'utilisent, etc. Et il y a les autres. Les autres, en vrai, c'est 90% de la population. Les autres, c'est le boulanger, le fermier, le boucher, et bon, je caricature, mais ça veut dire que c'est tous les gens qui n'utilisent vraiment pas la tech au quotidien. Et ces gens-là, en fait, ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà, ils entendent des infos, ChatGPT, machin, ils sont totalement submergés par les nouvelles technologies. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont pas forcément l'appétit d'aller sur LinkedIn lire des articles ou d'aller à des conférences. Alors, je ne te parle même pas de slides, enfin voilà, tu vois. Et en fait, il y a une urgence d'éducation pour ces personnes-là. Mais je me suis dit,
ce qu'il faut pour leur parler, c'est un autre langage. Justement, c'est pas des discours assommants, c'est pas des slides assommantes. Donc, quoi de mieux que l'art, qui est un langage universel, pour parler au grand public. Donc, j'ai réfléchi à ça. J'ai rencontré le photographe de Polytechnique, qui s'appelle Jérémy Barande, qui est extrêmement doué. Et on a monté ce projet à 2, donc qui est 100% photographique, donc il n'y a aucune IA là-dedans. IA, d'accord. Voilà. Okay. C'est un peu pour breaker avec tout ce qui se fait. Je vois un peu là. Et en fait, ces photos-là, elles vont aller t'expliquer des thématiques autour de l'IA. Donc par exemple, on va expliquer c'est quoi un réseau de neurones avec la photo. On va expliquer le grand remplacement, donc on peut l'expliquer si tu veux. Donc la photo, c'est moi qui est en face d'un robot. Et on est en train de faire une partie d'échecs et il y a un échec et mat, okay, donc pour imager. Et l'idée, c'est de parler autour de ça et de dire, ok, on en est où? Est-ce qu'on va se faire bouffer? Est-ce qu'aujourd'hui, le robot, donc l'IA, le grand méchant, est-ce qu'il a le dessus sur toi? Est-ce qu'on peut encore le contrôler, etc. Et c'est exactement ce que je te disais juste avant, c'est, voilà, aujourd'hui, on est face à une nouvelle révolution industrielle. Comme il y en a eu d'autres au précédent, et comme il y en aura des dizaines dans l'avenir. Tu as deux solutions, soit tu tournes le dos, soit tu prends les choses de face. Et l'échec et mat, c'est pour symboliser qu'aujourd'hui, on a encore le contrôle et qu'il faut le garder. Il ne faut pas non plus se mettre des œillères, ça avance très 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 vite. Tu as des applications qui font un peu flipper, il faut le dire. Du genre, tu as des noms? Ouais, vas-y. Du genre. Par exemple, Meta qui bosse sur la pensée, tu vois, qui entraîne une IA à reconnaître tes pensées. Ça, pour moi, c'est red flag, tu vois. C'est ta limite Ouais, c'est red flag. Okay. C'est un peu... c'est beaucoup trop intrusif pour moi. Donc, tu vois, typiquement, je ne travaillerai pas sur ce genre de sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus, parce qu'il faut justement connaître les choses et savoir de quoi on parle pour s'en protéger. Mais justement, voilà, il y a des applications comme ça qui font un peu flipper. Tu te demandes jusqu'à où ça va. Mais il faut faire face à tout ça et justement s'éduquer, comprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle, pour pouvoir, comme tu dis, surfer un peu sur la vague, prendre ce qu'on peut prendre le bon, tirer le bon de tout ce qui se passe et ne pas rester en amont parce que, voilà, comme je dis, sinon on va se faire écrabouiller et la tech, elle avance beaucoup plus vite que nous, tu vois. Et pareil pour les régulations aussi, c'est hyper important d'en avoir. Et d'essayer d'aller un peu plus vite, tu vois, que la musique, parce que ça va tellement vite que si les régulations, elles sortent comme maintenant, 4 ans après, tu vois, on a toujours ce souci. Et du coup, tu fais des conférences où tu utilises ces photos-là C'est ça, en gros. Donc, on se sert de ces photos pour aller parler aux gens. Donc, ça se passe soit vraiment comme un musée, tu vois, les gens, ils peuvent aller voir les photos, il y a un petit écriteau pour expliquer le fond, mais ensuite je discute avec eux, c'est un peu, tu vois, philo pour discuter avec les gens. T'as un autre format qui est d'aller dans les universités, dans les écoles, pareil pour éduquer, ou dans les entreprises, parce qu'il y a par exemple certains pôles dans les entreprises, disons le pôle RH, qui sait qu'on fait de l'IA dans l'entreprise, mais qui ne comprend pas vraiment c'est quoi, et qui aimerait bien comprendre les bases, parce que dans les réunions, ils pichent que dalle à ce qui se passe. Donc moi, je vais aller leur expliquer, et tout ça va à travers la photo. D'accord. Bon, alors ça, c'est, j'allais dire, l'éducation de masse, mais bon, c'est la population qui n'a pas forcément de base mathématique ou juste de connaissances dans l'IA de manière générale. Je pense que ça serait intéressant de parler de l'éducation sur l'IA, donc le milieu dont toi tu viens. J'avais vu que la semaine du 20 mai, Macron a annoncé l'investissement de 400 millions d'euros dans 9 centres d'excellence, donc des clusters IA, pour former 100 000 jeunes, former des nouveaux experts. Voilà, il veut aussi simplifier les procédures pour l'implantation de centres de données. Donc, qu'est-ce que tu penses de la situation de la France avec l'IA? Alors, la France, elle est en retard. Okay, donc ça, c'est un fait. Au niveau de l'Europe, au niveau international, on est en retard. On doit être à la 6e ou 7e place. Donc très très loin devant les États-Unis et la Chine, de toute façon. Donc il y a aussi une urgence là-dedans.
Il y a une urgence de formation, donc moi je trouve que c'est une excellente idée de mettre l'argent sur la formation. Quand tu regardes un peu les filières scientifiques dans les grandes écoles, tu n'as pas énormément de parcours spécialisés sur l'IA, et les cours qu'il y a dans les universités, ils sont assez basiques, tu vois. Okay. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'avoir des cours basiques en deep learning, il faut direct attaquer le dur. Donc, les écoles commencent à le faire petit à petit, mais il faut former le maximum de gens, et que ce soit à l'université ou même dans le plus haut, tu vois, par exemple dans la reconversion, t'as plein de gens en fait qui aimeraient bien se reconvertir dans les métiers d'IA, par exemple des développeurs, tu vois, qui ont déjà une base solide en développement et qui aimeraient basculer vers l'IA. Donc tout ça c'est génial. Les 9 centres d'excellence aussi c'est super parce que ça va donner de l'argent pour la recherche, donc ça va attirer des chercheurs, des nouveaux doctorants. Donc ça va toucher plus d'industries, on va trouver plus de cas d'usage qu'on va pouvoir ensuite revendre à des entreprises pour faire de l'argent, donc pour rayonner au niveau international. Donc tout ça, c'est hyper important. Mais pour moi, le point crucial, c'est la fuite des cerveaux. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a énormément de cerveaux. Tu vois, on sait très bien qu'en termes scientifiques, il y a énormément d'inventeurs qui viennent de France. Donc c'est pas ce qui manque pour moi. Mais le souci, c'est qu'en fait, ces gens-là s'en vont. Tu vois, quand tu regardes, même au niveau de l'IA, les deux stars de l'IA, Yann LeCun et son nom m'échappe, mais celui qui a créé Siri, ils vivent pas en France. Tu vois. Yann LeCun, il bosse pour Meta, du coup, c'est le Chief Officer de Meta. Donc lui, on va dire, c'est the star française de l'IA. Et ben lui, il n'est pas en France. Et au-delà de ces stars-là, les startups françaises, dès qu'elles commencent un peu à grossir, dès qu'il faut un peu plus d'argent, et ben boum, elles se barrent, tu vois, elles vont chercher l'argent aux États-Unis. Et en fait, pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'il faut trouver la solution pour leur dire, en fait, vous êtes safe, on construit un environnement propice à l'entrepreneuriat, etc. Vous pouvez rester, vous pouvez développer vos startups en France. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de créer de la richesse et de rayonner à l'international. Pour moi, c'est vraiment the big problème à l'heure actuelle. Donc, ils ont fait des mesures, tu vois, avec cette commission-là. Ils ont parlé de débloquer des fonds d'investissement pour les startups, d'avoir plus d'accompagnement sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il faut mettre vraiment les bouchées doubles pour ça. D'accord. Donc, tu conseillerais quoi comme... Il faut plus investir, en fait. Plus investir, ouais, d'accord. Le nerf de la guerre dans les startups, c'est l'argent. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, en France, le début est relativement facile. On va dire qu'avec la BPI, tout ça, tu as des aides. Donc, tu peux commencer ta start-up, tu peux développer ton produit, mais dès qu'il faut le scaler, dès qu'il faut aller attaquer des gros marchés, dès qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent, là, tout le monde est frileux, la pression, elle redescend. Et tu es là, soit tu laisses ta start-up crever, soit tu vas chercher l'argent ailleurs. Et en tant que fondateur, tu préfères t'en aller. Donc pour moi, c'est ça. C'est qu'il faut, en fait, il faut croire aux talents, il faut leur donner les moyens de réussir, il faut leur débloquer de l'argent, débloquer des ressources financières, physiques, enfin tout ce que tu veux, tu vois, des locaux, de l'accompagnement, pour leur permettre vraiment de rayonner et de produire, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, de ton expérience personnelle, tu es dans une boîte qui bosse avec l'IA. Est-ce que tu as des choses que tu as pu apprendre de cette expérience-là, justement, pas seulement de l'extérieur ou... Au niveau de l'entrepreneuriat, tu parles ? Ouais, c'est ça. Alors, cette start-up-là, c'est assez fou parce que elle a été créée il y a 4 ans. Sonio, tu pourras regarder, et elle a déjà été rachetée il y a quelques semaines par Samsung Corée du Sud, il me semble, qui ont une branche médicale parce que Samsung fabrique des appareils, tu vois, pour faire des échographies. Donc, ils ont cette branche-là. Donc, ils se sont fait racheter. Donc, eux ont eu cette chance, entre guillemets, assez rapidement. Et je parle de chance parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu regardes le nombre de boîtes qui se font racheter, je ne connais pas le pourcentage, mais c'est très, très faible. Alors, dans le médical, n'en parlons pas, parce que c'est un des secteurs les plus compliqués aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et en fait, de ce que je vois, ce que je peux observer dans le système de cette boîte, déjà de un, c'est qu'ils n'ont pas peur, tu vois. Ils s'attaquent à des gros, dans quel sens gros poissons. Ouais. Ça fonce. D'accord. La fondatrice, elle a un vrai mental, elle a peur de rien. Elle est partie attaquer directement le marché des États-Unis.
Pour beaucoup, c'est d'abord, tu attaques le marché français, tu testes et ensuite tu vas aux États-Unis. Bah, non, elle en a dit non, on fait l'inverse. On va d'abord attraper le requin et ensuite on verra les petits poissons, tu vois. Et tu crois que c'est une technique qui paye? Enfin, ça s'est démontré ou vous êtes encore... Là, ça s'est clairement démontré parce qu'ils se sont fait racheter, je crois, 90 millions d'euros. Donc c'est oui. Après, l'entrepreneuriat, c'est un océan noir. Hein, tu vois, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a un facteur chance aussi, il faut se le dire. Hein. Tu as 99% des startups qui coulent à un instant T. Donc, il y a un facteur chance. Mais je pense que la recette... dire par opportunité, être là au bon moment. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, avoir la bonne association, avoir les bons talents avec toi, être bien réveillé le jour où tu pitches à tes investisseurs, etc. etc. Mais au-delà de ça, je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de jeunes, tu vois, qui vont faire leur start-up et de plus en plus jeunes. Avant, on attendait un peu de faire son expérience et ensuite on crée sa boîte. Et là, ce que j'observe, c'est que les gens le font de plus en plus jeunes. Ils sautent un peu dans le bain. Et je pense que ça, c'est une idée, tu vois, que j'aime bien, que j'apprécie. Et je pense que ça peut faire peur à certaines personnes, mais c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, tu vois, il faut aller tester le marché, il faut aller voir les problématiques. C'est qu'en essayant que tu vas merder et donc à un moment donné, tu vas y arriver. Tu crois au système itératif ouais, clairement. Faire plein de fois Clairement. Tu vois, même quand tu as une idée en tête pour une start-up, tu es persuadé de ton idée, mais concrètement, c'est jamais ce que tu as prévu qui va être réalisé. Ouais. Tu vois, parce que justement, tu as itéré. Et pourquoi? Parce que tu es parti vite fait te confronter au marché, tu es parti parler aux gens, voir leurs problématiques, etc. Donc ouais, je pense pas qu'il y a de recette miracle, mais entre guillemets, ça, je pense que c'est la bonne manière de faire. Et tu crois que ça a toujours été le cas, le fait au final, t'as pas besoin d'expérience pour te lancer ou alors il y a peut-être une situation d'époque qui fait que... Ouais, je pense que c'est clairement culturel et lié à l'époque. C'est que les jeunes, déjà, ils ont envie de créer leur propre boîte, tu vois, d'être leur propre patron, d'avoir leur propre produit, leur propre baby, tu vois. Déjà, il y a de ça. On est formé excellemment mieux qu'avant et plus tôt. Tu vois, donc on a l'information beaucoup plus tôt qu'avant, où il fallait avoir 10 ans d'expérience. Les informations, elles sont partout. Tu as une question, tu vas sur Internet. Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait peut-être pas autant de ressources, autant de vidéos, autant de formations, autant de... Tu vois. Donc ouais, je pense. D'accord. Donc c'est un peu ce que tu disais, qu'il n'y a plus vraiment d'experts, enfin du moins dans l'IA, et puis peut-être au final... dans d'autres sujets qui bougent très très rapidement. Ouais. C'est compliqué de rester up-to-date surtout. Enfin, donc, se dire expert d'IA, ouais, c'est compliqué, tu vois. Tu peux peut-être être expert dans un certain domaine de l'IA, dans une certaine industrie, mais tu vois, si tu me demandes c'est quoi la dernière update de cet algorithme-là, je sais pas, tu vois, si tu regardes la littérature, il y a des papiers qui sortent du matin au soir, c'est clairement impossible. Donc du coup, avec ce monde qui bouge très très rapidement, comment tu penses qu'on peut, si on parle d'éducation, comment tu peux préparer des jeunes à avoir ce constant, de jamais pouvoir te reposer sur des acquis ou quoi, c'est super stressant. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Moi, je pense que ça passe d'abord par une méthodologie, tu vois. Moi, ce que j'ai adoré à Polytechnique, c'est qu'ils t'apprennent à réfléchir. Okay, ils vont pas tout te mettre sur un plateau d'argent, ils vont te donner les bases et ils vont t'apprendre à lire des papiers scientifiques, ils vont t'apprendre à décortiquer une conférence, etc. pour ressortir le main point, genre le principal. Et en fait, c'est vraiment devenu un réflexe chez moi, c'est que là, je vois un article de 16 pages, je sais directement regarder, faire une lecture entre guillemets en 10 minutes pour recueillir ce qui est important. Et ça permet de ne pas se noyer en fait, dans le flux d'informations. Donc pour éduquer, je pense qu'il faut des bonnes bases solides, en tout cas en termes d'IA, il faut des bonnes bases en mathématiques, en informatique, etc., très solides, et ensuite avoir l'apprentissage justement de cette méthode et la curiosité, en fait, d'aller lire justement ces papiers, d'aller voir les nouveautés, de se renseigner sur ce qui existe, sur ce qui va sortir, et en fait aujourd'hui c'est primordial, tu vois, quand tu es ingénieur, tu peux pas dire voilà, j'ai fait mes 6 ans d'études, ça s'arrête là. Parce que sinon, tu deviens obsolète en 5 minutes. Pour entraîner tes IA, tu as besoin de connaître les derniers modèles, les dernières techniques.
les dernières avancées. Donc, il faut apprendre aussi aux gens à avoir cette curiosité. D'accord. Et tu as l'impression que ta génération y est prête? Comment tu juges les gens de... Enfin, juger, c'est peut-être pas le bon terme. Comment tu trouves les gens de ta génération, peut-être de ton master, ou des gens qui sont un peu impliqués dedans? Est-ce qu'il y a des trends de mentalité? Dans quoi vont les gens? Difficile de juger avec, sans recul, tu vois, sur sa propre... J'imagine. Sur sa propre Jane, mais... je vais te parler de ma promo, parce que c'est les gens que je connais. Donc on a tous fait à peu près la même formation, maths, info et ensuite Polytechnique. On a tous le même profil. Ça veut dire que, comme je te disais, on s'est décortiqué les articles très rapidement, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus up-to-date que d'autres. Enfin, j'ai un pote, il passe sa vie sur Reddit, sur Twitter, à aller regarder les dernières infos, etc. Et on est tous partis dans des industries différentes. Mais ce qui ressort, et je pense qu'il y a une rupture par rapport à avant, c'est qu'on veut faire des choses qui ont du sens. Tous. Enfin, sur ma promo, on était 12. Et les 12, on a choisi une industrie qui nous tenait à cœur. Donc, t'en as qui sont partis dans l'environnement, t'en as qui sont partis dans l'éducation. Moi, je suis partie dans la santé. Je trouve que ça break un peu avec le côté où tout le monde avant allait, tu vois, en conseil, en finance, en strat, parce qu'il fallait y aller, parce que c'était les secteurs qui bougeaient le plus. Là, vraiment, tu sens que les gens, ils veulent mettre leurs compétences au profit de quelque chose de plus grand. Et ça, je trouve ça super, super, super cool. D'accord, ouais. Enfin, c'est vrai que de manière générale, il y a un peu ce fait de dire qu'on est la génération en quête de sens. Ouais. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais peut-être qu'on peut parler de toi et de ta recherche de sens. On parlait de médical. J'ai lu un peu ton PDF de présentation sur tes photos et les conférences que tu peux organiser sur ça. Et tu dis que tu veux révolutionner le monde de la santé. Donc ma question, c'est comment tu vas t'y prendre sans divulguer des informations Alors, donc, moi, je travaille pour cette start-up, mais c'est vrai que personnellement, c'est mon rêve de révolutionner la santé. Comment je vais m'y prendre, je n'en sais rien, mais c'est vrai que si demain, je crée une start-up, j'aimerais bien le faire dans le domaine du médical. Tout simplement parce que, comme je te disais, c'est pour moi un des secteurs qui a le plus de sens aujourd'hui. Voilà, quand je me lève le matin, je me dis que peut-être que grâce à mon algorithme, il y a quelqu'un qui va aller mieux, qui va guérir, voilà. Donc ça, pour moi, c'est important. Et surtout qu'il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire que on voit beaucoup de start-up dans le médical, mais en fait, c'est un océan d'infini. Parce que tu as plusieurs sous-catégories. Tu as déjà aidé le médecin. Donc aider le médecin, ça peut être l'aider vraiment dans son diagnostic, donc tout ce qui est diagnostic sur imagerie médicale, sur les radios, les échographies, etc. Tu as tout ce qui est l'aide au quotidien. Donc par exemple, les comptes rendus. C'est une connerie, mais en fait, si tu as une IA où le médecin parle et ça lui fait un compte rendu propre, ça lui fait gagner du temps. Donc il va pouvoir voir plus de patients, peut-être prendre plus de temps pour le patient, etc. Tu as ça, tu as le suivi. Comment mieux accompagner le patient, tu vois, en termes de psychologie. Tu vois, des fois, il y a des annonces qui sont peut-être un peu brutales pour le patient. Comment est-ce que tu peux, avec des algorithmes, des chatbots, tu vois, il y a plein de cas d'usage, accompagner au mieux le patient. Ça peut être un agent conversationnel qui va lui demander quelques jours après comment est-ce que tu te sens, est-ce que vous allez mieux, donnez-moi vos symptômes, enregistrez les symptômes dans une base de données, tu vois. Tu as énormément de choses à faire. Tu crois que ça marche, ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de... Renseigne-toi, il y a beaucoup de startups en médical qui... Non, mais tu comprends ma question, c'est dans le sens que tu crois que ça marche, que les gens réagissent positivement de mieux en mieux, de plus en plus. Donc déjà, sur tout ce qui est diagnostic, oui, parce que clairement, tu as des gros géants comme Glimmer qui ont des résultats fous, tu vois. J'ai eu l'occasion aussi de travailler pour une boîte qui s'appelle Millevue, qui fait aussi du diagnostic sur l'imagerie. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que l'IA détecte mieux que l'humain. Donc ça, c'est quand même dingue. C'est pas tout le temps le cas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Donc il faut le voir comme un deuxième médecin ou comme une aide en fait, au diagnostic.
un assistant. Donc sur tout ce côté-là, on est assez éduqués, les gens réagissent bien, les médecins réagissent de mieux en mieux, parce que tu as aussi ce problème d'ego avec les médecins, tu vois, mais ils réagissent de mieux en mieux. Tout ce qui est le suivi du patient, je dirais que c'est en cours. Tu vois, avoir un chatbot justement où tu donnes tes feedbacks, tes ressentis, ça commence. Je pense à des applications qui marchent bien au niveau gynécologique. Tu vois, pour aider les femmes dans leur suivi gynécologique, il y a plein de choses qui commencent à rentrer sur le marché et qui... Des chatbots. Ouais, des chatbots, ouais, qui sont super bien accueillis. Donc je pense que voilà, ça grossit et il y a beaucoup, beaucoup à faire. Donc si demain, je peux, en tout cas, contribuer à ça avec ma propre création, mon propre algorithme, mon IA ou pas, ouais, c'est un rêve en tout cas. D'accord. Bon, on verra dans quelques années. Il faut se lancer, parce que c'est même toi qui le dis. Donc. Bon, alors c'est un peu sauter du coq à l'âne. On va revenir sur un sujet intéressant, c'est les femmes dans le monde de STEM, donc le monde de la science et des technologies. Donc tu as passé tes 2 dernières années d'études à Polytechnique, du coup, et tu as pu expérimenter un ratio de 18%. À peu près. C'était pire. C'était pire que ça? C'était pire, parce que ça, c'est dans le parcours général. D'accord. Dans ma classe, je suis arrivée, j'étais seule. Ah, t'étais toute... Ok. Ouais. Je suis arrivée, je dis, où sont les meufs? Tu vois? Les bonnes qui se cachent. Ouais, et en fait, j'étais seule. Donc, on était 12. Ça s'est super bien passé. Tu vois, pour plusieurs raisons, parce que j'étais hyper bien entourée, c'était hyper bienveillant. J'ai même bénéficié de discrimination positive, je dirais, parce que étant la seule meuf, il fallait qu'ils mettent en avant ce petit ratio. T'étais sur toutes les photos, etc. D'accord. Donc j'ai pas du tout souffert de ça, au contraire. D'ailleurs, j'ai jamais souffert de ça, même en entreprise, etc. T'as l'impression objectivement que ça t'aide presque ou... Ouais, franchement ouais. Je pense. Je pense que ça aide. Alors il y a beaucoup de femmes qui te diront qu'elles n'aiment pas ça parce qu'elles ont l'impression que qu'on valorise en fait leur sexe plutôt que leur cerveau. Mais moi ça me dérange pas. Après je trouve ça quand même vachement triste quand tu arrives et que tu vois que tu es la seule fille. J'ai été rejointe en M2 par une fille, mais une autre fille. Ouais, c'est une sauveuse. Ils ont doublé le. Ouais, c'était fou. Mais je trouve ça vachement triste et en fait il y a une raison hyper simple, c'est que en amont, en fait, dans les collèges et les lycées, les filles ne sont pas du tout poussées vers les filières scientifiques. Elles vont grave s'orienter vers les métiers style, tu vois, littéraire, prof, avocat, médecin parfois, mais très rarement dans les maths, le code. C'est vu comme un truc de geek, un truc de mec qui aime les jeux vidéo, tu vois, t'as tout le cliché, etc. Et pareil, t'as de plus en plus de mesures qui viennent éduquer dans les lycées pour montrer que en fait, c'est pas un truc réservé qu'aux garçons et que, d'ailleurs j'en parle dans mon projet photo, et que c'est pas réservé juste aux meufs un peu weirdo qui ont des petites lunettes, des bagues et qui codent tout seuls dans leur chambre, tu vois. Enfin, moi je suis pas du tout ce cliché, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es lancée dedans du coup? En fait, je sais pas, j'ai kiffé, j'ai adoré le code. J'ai aussi un côté un peu artistique, tu vois, j'aime bien toutes les créations. Je peins même si je suis pas du tout douée, mais j'aime bien ce côté-là. Et en fait, j'ai un peu retrouvé ça dans le code. Je dirais pas que je peux comparer l'ingénieur à un artiste, tu vois, qui va façonner en fait son modèle, son cerveau. Et en fait, j'ai adoré ça. Quand tu vois le résultat, quand tu crées ton IA, que tu vois le résultat, en fait, c'est jouissif, tu vois, c'est excellent. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. Et en fait, moi, j'aspire à, si je peux, en tout cas, être un rôle modèle pour des jeunes filles, des femmes qui aimeraient aller dans ces filières-là et qui ont un peu peur de ces préjugés. Surtout que, à mon sens, ça va de mieux en mieux, je pense. Moi, j'ai pas du tout expérimenté de discrimination, etc. Mais même de ce que j'entends de mes copines, de collègues, ça va de mieux en mieux. Enfin, les stéréotypes, ils sont en train de se casser au fur et à mesure, tu vois, avec les générations qui évoluent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de préjugés à se faire.
faut juste y aller, et y aller parce qu'on aime ça, tu vois. Il faut pas y aller pour y aller, il faut y aller parce qu'on aime ça. Mais en tout cas, il faut avoir le choix, et il faut savoir que tous ces métiers-là existent, que ce soit dans l'IA, que ce soit dans le développement, tu vois, ingénierie, back-end, front-end, ce que tu veux. Il faut leur montrer en fait à ces filles que ça existe et qu'elles peuvent y aller, et que c'est safe entre guillemets comme environnement, et que c'est super cool même. Ouais, et puis qu'il y a plein de boulot, quoi. Ouais. Surtout. Ouais. J'ai fait mes petites recherches, donc je vais toutes les balancer, comme ça sera fait. J'ai vu, et ça m'a un peu choqué, que la France était le deuxième pays au monde à proposer, à avoir le nombre de STEM jobs, donc de métiers dans la tech et les sciences, après les États-Unis. Donc on a les États-Unis. J'avais pas ce chiffre. Voilà, qui Ok, ont... cool. Je vais le lire si tu veux. Donc les États-Unis, ils offrent 1,65 million jobs, apparemment, donc des opportunités de job. Et c'est 4 fois plus, du coup, que la France, qui en offre 260 000 à peu près. De toute façon, tout ce qui est États-Unis est décuplé. Hein. Ça, Ouais, voilà. faut arrêter de faire des ratios, tu vois. C'est comme ceux qui disent oui, il faut surpasser les États-Unis. Les gars, bonne chance, tu vois. Tu parles de David et Goliath, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Mais le chiffre est plutôt encourageant, je trouve. Et justement, tu vois, ça doit être un facteur qui doit pousser les jeunes à s'orienter vers ces filières-là. Parce que de un, il y a du taf. De deux, faut se le dire, c'est plutôt bien payé, hein, les métiers liés à l'IA, donc c'est cool. Et de trois, il y a de l'avenir, en fait, tout simplement. C'est pas un métier qui risque d'être bouché, loin de là. On n'est qu'au début, et les perspectives d'évolution, elles sont monstres. Donc, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. On va encore sauter du coq à l'âne parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Je voulais un peu parler de l'IA et de l'intelligence et de l'IA et de l'amour, parce que bon, il nous reste 10 minutes, donc tant qu'à faire, autant partir sur un truc un peu philo. Donc déjà, j'aimerais savoir un peu c'est quoi ta définition de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence et en quoi l'intelligence artificielle diffère-t-elle de l'intelligence humaine? Alors, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence générale pour parler de l'intelligence humaine. Je ne suis pas fan de ce terme parce que moi, je trouve au contraire que l'intelligence humaine, elle est hyper spécialisée. Tu vois, par exemple, dans ton cerveau, tu as plein de petites cases et chaque case, elle est responsable d'un petit truc. C'est une énorme toile tissée. Par exemple, tu vois, tu as l'hippocampe qui est responsable de la mémoire. Tu as des zones qui sont responsables du toucher, etc. Donc, j'aime pas trop parler de intelligence générale. Mais en tout cas, ce qui est important, et je pense aujourd'hui, c'est de distinguer l'intelligence, on va dire, je sais pas trop comment dire ça, mais l'intelligence technique, en fait, que pourrait imiter une intelligence artificielle, et l'intelligence émotionnelle. Tu vois, ça, c'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait référence à un algorithme qui imite le cerveau humain. Donc ça, c'est les définitions que tu vois partout sur Internet. Mais en vrai, ça n'imite pas le cerveau humain. Ça prend référence du cerveau humain parce que ça s'inspire en fait des connexions synaptiques du cerveau. Mais concrètement, ça ne pourra jamais atteindre le cerveau humain parce qu'il y a toute une partie que l'IA n'est pas capable de faire. Tu vois, tu as tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, les sentiments, la réflexion philosophique, les pensées, les regrets, les remords. En fait, tout ça, c'est des choses beaucoup trop abstraites que l'ordinateur ne pourra jamais toucher. Et je me suis perdue. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que... et d'ailleurs, il y a des gens qui essayent, il y a des chercheurs qui essayent de voir comment est-ce qu'on pourrait... étendre l'intelligence que j'appelle technique à un plus grand foyer. Par exemple, comment est-ce que tu pourrais apprendre à une IA à toucher, en fait, à ressentir des choses au toucher, au goût et à l'odorat. Donc là, je lisais un article et ça disait, en fait, vu que c'est pas capable de toucher, on va lui expliquer que quand tu touches, par exemple, une tasse, c'est lisse, donc t'aimes bien ça. Quand tu touches une table, c'est un peu rugueux, donc ça te stresse. Tu vois, tu vas aller lui expliquer les choses pour qu'elle soit capable entre guillemets, de faire semblant
de l'action, tu vois. C'est un peu du informed machine learning, en gros, c'est donner Si tu veux, ouais. Ouais, enfin... Tu vois, c'est un truc Ouais. comme ça. Donc on essaye un peu d'étendre cette intelligence, mais à mon sens, la partie, comme je disais, émotionnelle, remords, regret, tout ça, c'est à nous, tu vois. Et ça va le rester, et c'est super, parce que c'est ce qui nous différencie, et c'est ce qui fera en sorte qu'on aura toujours le dessus, en fait, sur ces algorithmes, et qu'on pourra avoir un esprit critique, tu vois. Parce que c'est important de le garder. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des applications qui font flipper. Et il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce qu'on a envie de continuer à développer ces trucs-là? Ou est-ce qu'on s'arrête à des cas d'usage qui ont du sens? Je passe aussi du coq à l'âne, mais tu as un sujet aussi qui est très intéressant, qui est la question environnementale. Ouais. Est-ce que tu continues en fait à aller développer des IA énormes et monstrueuses qui vont te péter des ressources mais monumentales, juste entre guillemets pour le savoir, pour la recherche et pas forcément pour des cas d'usage? Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie, donc les IA que tu utilises, c'est pas les plus grosses, c'est pas les modèles que développe OpenIA énormes, c'est pas des modèles Mistral et compagnie, c'est souvent des petits modèles réduits, tu vois. Donc en fait, on se pose la question, à quoi ils servent ces énormes modèles? Tu sais, t'as la course, ouais, nous on a 80 millions de paramètres dans notre modèle, nous on a 100 millions, donc t'as tous les géants qui se font un peu la guerre, et tu te dis, mais en fait, est-ce qu'ils vont servir vraiment à quelque chose? Est-ce que en fait, toutes les ressources que tu utilises, toutes les data centers en fait que tu fais crever, est-ce que ça sert à quelque chose, tu vois? T'as l'impression que ça va être ça la limite? J'avais une autre question sur ouais, le fait d'atteindre peut-être une singularité ou quoi, mais est-ce que tu penses que c'est justement ça qui va nous empêcher de l'atteindre ou... Ah, mais clairement. En fait, là, on y arrive. En fait, c'est un plateau, tu vois, qu'on va atteindre, et on y arrive clairement. C'est que, tu connais ça, plus t'entraînes, plus ça coûte cher. Parce qu'il y a besoin de data, parce qu'il y a besoin de puissance de calcul, parce que les data centers ils sont pas extensibles, parce que la ressource elle est rare, etc. etc. Qu'il y a des monopoles, par exemple Nvidia, tu vois, avec leur calculateur, etc. Bref, donc ça coûte énormément d'argent. Donc il y a un moment donné, on pourra plus en fait, il y aura plus de ressources, il y aura plus d'argent, enfin tu pourras plus aller au-dessus. Donc il y a des solutions qui émergent. C'est de faire des modèles plus réduits, tu vois, de condenser les modèles. Tu peux regarder, c'est le Student Teacher Model. Enfin, c'est du machine learning sobre. C'est qu'en fait, t'as un gros modèle qui est professeur et un petit modèle qui est student, et tu vas apprendre au petit modèle à faire comme le grand, mais avec moins de paramètres, donc avec moins de ressources, moins d'entraînement. Donc ça, c'est une idée. Après, est-ce qu'on peut utiliser d'autres énergies qui coûteraient moins cher? T'as des solutions qui tentent d'apparaître, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on pourra pas aller au-delà. Et t'as cette question de, finalement, est-ce que c'est relevant, tu vois, d'aller toujours plus haut, toujours plus, de faire des énormes modèles Moi, je suis pas sûre, tu vois, parce que de ce que je vois, tous les cas dans les startups, tous les cas industriels, c'est des petits modèles, tu vois, c'est des modèles spécialisés sur des cas d'usage spécifiques, et t'as pas besoin d'utiliser ces gros trucs qu'à chaque fois que tu tournes, ça te coûte un bras et ça te tue une forêt, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est un peu... on essaye un peu d'avoir des outils pour prédire le futur, mais je pense que ça peut être intéressant comme jeu d'idées, que tu me dises c'est quoi dans 10-15 ans. D'accord, bon, ça va très très vite l'IA, mais là on va dire dans 10-15 ans, c'est quoi pour toi le pire et le meilleur scénario? Waouh. Alors le pire, je pense, c'est qu'on laisse en fait ce côté humain, émotionnel de côté, tu vois, et qu'on ne se fie totalement qu'en l'IA, qu'on ne garde plus en fait cet esprit critique qu'on a encore à l'heure actuelle et qui est important. Et le meilleur des scénarios, je pense, et c'est ce qui est en train de se passer,
c'est qu'on garde, comme je te disais, en fait, le positif et qu'on s'entoure des IA, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Demain, tu auras des lunettes, tu auras la montre, tu auras tout ce qu'il faut pour améliorer son quotidien, étendre le champ des possibles, voir plus grand, voir plus haut, trouver des solutions. Ça se trouve que c'est l'IA qui va nous trouver la solution au réchauffement climatique, qu'elle va nous trouver la solution au cancer, etc. Tu vois, de tirer profit de tout ça pour guérir les maux du monde, quoi. C'est joliment dit. Non, c'est bien dit, c'est bien dit. Bon, j'ai un peu les questions de fin de podcast parce qu'on arrive à la fin. Donc déjà, la question des ressources et apprentissages. Donc, quelles ressources ou livres ou autres sources d'apprentissage tu recommanderais à ceux qui souhaitent en apprendre plus? Internet, guys. Internet. Je vais faire plus spécifique. Non, mais d'ailleurs, cette question est intéressante parce que aujourd'hui, on a de la chance en fait. C'est que, tu vois, il y a 50 ans, 60 ans, tu voulais apprendre quelque chose, tu galérais en fait. Tu étais obligé d'aller à des cours, d'acheter des livres, tu vois. Là, aujourd'hui, tu veux apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un même qui n'a aucune compétence, qui demain veut devenir ingénieur IA, bon, il va pas prendre 3 mois pour y arriver, mais il peut. Tu vois, il y a la possibilité de le faire parce que sur YouTube, sur tous les sites de formation, ChatGPT, tu vois. En fait, aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir te former, mais à tout. Pour les débutants, comment s'appelle-t-il ce livre? C'est l'IA pour les nuls, je crois. Yes. C'est un copain à moi qui l'a écrit. Solignac, son nom de famille. Okay. Donc c'est cool parce que c'est un peu une overview de ce qui se passe, de ce que tu peux faire avec, etc. Et pour ceux qui ont envie un peu plus de rentrer en profondeur, donc qui codent déjà et qui ont des connaissances, il y a le cours de Yann Lequin qui est disponible et je crois qu'il est gratuit. Il est aussi traduit en français, donc c'est cool. C'est un cours qu'il donne à New York University, je crois. Okay. Donc ça, c'est sympa. Donc c'est toutes les bases du deep learning, c'est quoi un neurone, comment ça marche, la backpropagation, blablabla. Donc ça c'est un petit conseil. Ok, bon, on arrive à la dernière question. Est-ce que tu es prête? J'ai peur. Voilà, c'est pas, mais je la pose à chaque fois et je pense que ça va être intéressant ce que tu vas me répondre. Donc la question est la suivante. Donc un livre, un poème, une chanson, une œuvre, quelle qu'elle soit, si le monde devait brûler et qu'il revenait à toi de sauver une œuvre d'art, quel que soit son type, pour qu'elle erre dans l'espace et que quelqu'un ou quelque chose puisse la retrouver, que choisirais-tu? Waouh! Alors, une œuvre d'art, un livre, un poème? Ou n'importe quoi. Oh là là, c'est très dur ce que tu me demandes. Parce qu'il y a le côté... 2 minutes. Il y a le côté émotionnel enfantin qui va te dire Harry Potter, tu vois. Okay. Parce que big fan... Mais je sais pas si c'est the œuvre que j'aimerais que le monde connaisse. Je vais dire le livre de George Orwell, La ferme des animaux. C'est George Orwell, c'est ça hein? Je crois. Ouais. Je sais pas. Oui, je crois que c'est ça, La ferme des animaux. Parce que c'est un livre hyper intéressant sur la société, sur ce qu'elle est. Sur les travers, sur ce qu'elle peut devenir si on la laisse faire. Tu nous fais un petit résumé en 30 secondes? Oula, la ferme des animaux, c'est une dystopie en fait. Donc t'as des animaux dans une ferme et c'est un peu comment on dit, pas le stéréotype mais la caricature en fait des humains. T'as toutes les différentes personnalités et tu vois comment ils réagissent et comment en fait des fois ça part en cacahuète, tu vois, et c'est un peu l'image de notre monde à nous. Donc je trouve ça cool. J'ai quand même envie de dire Harry Potter. Hein. On peut faire un package, on les met ensemble. On met ça sur sur les trucs, comment on appelle ça? Les Kindle. Je pourrais pas le laisser mourir en flamme. Ouais, c'est trop dur. Non, je comprends. Ok, bon bah Anna, merci. Avec plaisir.